go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 30e épisode du Faceful Podcast. Et du coup, on est encore une fois de retour après une victoire en play-off. Cette fois-ci, c'était contre les Cowboys 19-12 dans la nuit de dimanche à lundi. Une victoire compliquée, mais une victoire quand même, l'essentiel est là. On va en parler, on va également parler de notre match, la finale de conférence NFC, où on se déplacera chez les Eagles. Pour m'accompagner, comme toujours, Kevin, Gonzague et Olivier. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Donc je l'ai dit, 19-12, une victoire assez compliquée, mais une victoire quand même, l'essentiel est préservé. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ce match. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé du match de notre équipe ? Bah écoute, toi tu sais ce que j'en ai pensé parce qu'on l'a vu, on l'a suivi ensemble avec Kevin. On a souffert. Je pensais pas qu'on souffrirait autant. Honnêtement, ça c'est ma faute. Je pensais pas que la défense de Dallas allait mettre autant de pression. Et heureusement que tu étais là pour me remonter le moral parce que moi, à un moment, j'avais l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir. Et pourtant, le score, il était pas négatif. Hein. On était toujours à égalité ou juste à côté, mais on sentait que c'était super difficile. Et finalement, il a fallu que quelques exploits de nos playmakers, nos vrais playmakers, pour aussi bien en attaque qu'en défense, pour arriver à faire la différence. Et puis, une fois que ça s'est mis à marcher, ce coup-ci, on n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne droite, mais on a fait 1, 2, 3. Et on est passé juste, mais on est passé quand même. Donc, victoire plus que surprenante pour moi. Je pensais qu'on gagnerait plus facilement, mais ça fait plaisir de retrouver les playoffs et cette sensation de crainte et d'avoir l'estomac qui se noue parce que putain, qu'est-ce que c'est bonheur quand même. Ouais, t'en parlais, surtout en première mi-temps, on avait une espèce d'impression un petit peu bizarre de il n'y a rien qui marche, ça va pas, on n'avance pas. Mais au final, on n'était pas du tout largué au score, on était même devant ou à égalité la grande majorité de la première mi-temps. Kevin, t'en as pensé quoi, toi ? Ouais, comme vous l'avez dit, même jusqu'au milieu du troisième quart, on est à 9-9 à ce moment-là, je pense, ou quelque chose comme ça. Et on a l'impression qu'on est à 10 points de retard. Tellement l'impression visuelle est négative. On se demande comment on va se trouver les solutions. Dallas paraît mieux. On avait dit la semaine dernière qu'on ne s'était pas inquiété face à Seattle parce qu'on avait toujours l'impression d'être mieux qu'eux, même quand on était mené. Là, c'était totalement l'inverse. On arrivait à s'accrocher, à être devant par moment, mais malgré tout, on avait l'impression de se faire défoncer. Et ouais, heureusement, ils ont trouvé les solutions. Un exploit de George Kittle, Fred Warner qui est partout. Et puis, on finit par passer sur le talent. Mais ouais, que d'inquiétude pendant ce match. Et ouais, je ressors pas vraiment heureux. Je ressors pas vraiment comme en ayant profité d'une belle victoire en play-off. Je ressors comme une impression négative et des inquiétudes pour la semaine prochaine. Gonzague ? J'avais exactement la même analyse que Kevin. C'est-à-dire que la grande différence que j'ai ressentie par rapport au match de Seattle, c'est que même si on était mené à la mi-temps face à Seattle, il y avait cette impression qu'on maîtrisait globalement le match, qu'on avait une sorte de lead. Et là, face à ce match face aux Cowboys, c'était tout l'inverse. On avait l'impression qu'on n'avait pas la maîtrise du match. Dallas avait imposé son rythme. Et c'est ça vraiment qui nous a, je pense, tous inquiétés tout au long de ce match. C'est qu'on avait cette impression de tomber dans un piège, là pour le coup, et que Dallas avait parfaitement préparé son match et était en train de parfaitement mettre en œuvre le piège qu'il nous avait tendu. Je pense que tout le monde, et y compris les joueurs, ont eu cet effet de surprise finalement d'être vaincus dans les tranchées, où paradoxalement, on pensait que la victoire la plus nette en termes de position des Niners serait certainement à ce poste-là, avec notamment un premier rideau des Cowboys très surprenant, notamment à la course, et qui nous ont complètement empêché de jouer, et également des cornerbacks des Cowboys très surprenants, qui ont marqué à la culotte nos receveurs, qui ont eu un mal fou à créer la séparation sur le jeu de passe. Donc les deux cumulés fait qu'on avait l'impression de ne pas du tout maîtriser ce match, et que San Francisco était peut-être plus fort que Dallas, mais on a l'impression que Dallas a mieux préparé la confrontation que San Francisco. C'est ce qui explique notamment ce match serré. Olivier, tu voulais me répondre, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, tu dis les receveurs n'ont pas créé la séparation. Je suis pas d'accord avec toi.
La réalité, c'est que le gamin, il a pris la marée en première mi-temps. Il y a des lectures qu'il ne voit pas. On en parlait juste avant, alors qu'il y a des possibilités de lâcher le ballon, il ne le lâche pas. Alors c'est vrai, comme disait Kevin, il a tendance à bien le garder. Bon, pour en avoir parlé avec certaines personnes, on a aussi le côté que c'est bien de le garder, mais si malheureusement, quand il se fait saquer, il se prend un mec de 140 kilos sur la tronche et qu'il se fait plier en deux, comme malheureusement ça arrive à Tony Pollard, on sera bien content du voyage qu'il garde le ballon, quoi. Donc, il faut aussi qu'il soit un peu plus prudent pour son physique. Ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir aussi. Mais après, c'est pas uniquement la faute des receveurs, parce que bon, on a été mis sous pression. Il y a le centre de la ligne s'est fait exploser. Ça arrivait de toutes parts. Et même quand il y avait sur les. J'en parlais pendant le match, je pestais parce que c'est pas en curl qu'on arrive à faire normalement en plein, juste derrière la ligne, juste avant les linebackers qui permet au mec de se lancer. On n'a quasiment pas vu. Je crois qu'il y en a une pour Jennings et c'est tout, quoi, sur tout le match. Donc c'est ça aussi qui a posé problème. C'est qu'on s'est fait enfoncer et que malheureusement, c'est normal, c'est un gamin qui commence, il a pas le temps de lire assez vite ce qui arrive, quoi. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un problème au niveau de la séparation. Et attention, je ne porte pas rigueur au receveur. J'ai trouvé que c'était la défense de Dallas qui a parfaitement joué le coup. Pour le coup. Je ne critique pas nos receveurs là-dessus. C'est vraiment, je trouve que Gus Bradley, qui est quand même une des références absolues de la Ligue en défense, a encore montré son génie défensif tout au long de ce match. J'ai vraiment trouvé que la défense de Dallas très, très, très au point. Et c'est pas pour rien que c'est la deuxième défense de la Ligue derrière nous, statistiquement parlant. On en a fait plus ou moins les frais dans ce match-là. Bon, à l'arrivée, on a gagné grâce à des key players. Je pense que ce qui a fait la différence sur ce match-là, c'est les key players. À l'arrivée, c'est CMC qui marque le touchdown. Et une attaque de Dallas qui était beaucoup trop dépendante de CeeDee Lamb. Et donc, alors que nous, on avait une plus grande diversité d'actions au niveau de l'attaque. Je pense que la différence s'est faite là. Mais pour le reste, au niveau du duel défensif, j'ai quasiment envie de parler d'un ex-aequo, tant la défense de Dallas a vraiment été au point. Ouais, globalement, je rejoins un peu vos avis sur l'ensemble du match. C'est vrai que on s'attendait pas forcément à cette physionomie-là. Après, là où je vais différer avec l'avis de Kevin, c'est Kevin a dit qu'il avait des inquiétudes, ce qui est plutôt légitime, mais dans un sens, je trouve que c'est quand même intéressant de passer par ce genre de match-là, mais quand même l'emporter, parce que ça aussi, ça permet aussi de détendre un peu et de se rendre compte que c'est les playoffs, quoi. On n'est pas aussi dominant qu'on pouvait l'être contre les Cardinals ou je sais pas quelle autre équipe moyenne, voire moins. Donc non, on a prouvé aussi qu'on était capable dans la difficulté d'aller remporter des matchs. C'est une belle preuve aussi de mental là-dessus. Et puis surtout, avant d'affronter une équipe des Eagles qui est avec nous le meilleur effectif de NFL en global si on prend poste par poste. Donc non, je trouve que c'est intéressant. Et puis même pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Olivier, c'est kiffant d'avoir aussi ce genre de match-là où c'est vrai qu'on a la gorge serrée pendant tout le match, où on chie un petit peu dessus parce qu'on c'est la douleur. Et puis quand t'as la victoire au bout, t'as une espèce de libération que t'as pas dans un blowout, tu vois. Donc non, dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé ce match assez intéressant. Il y a pas mal de leçons à en tirer parce qu'effectivement, on a été en difficulté. La première mi-temps de Brock Purdy a été mauvaise. Il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus, mais il y a aussi ce côté où il se rattrape en deuxième, où il est plus serein, où il arrive à trouver ses receveurs, où aussi l'ensemble de l'effectif s'améliore, hein, notamment la ligne offensive qui a été en grosse difficulté en première mi-temps et qui s'est bien rattrapé en deuxième et qui a réussi à laisser plus de temps à Purdy pour lancer. Donc ouais, non, dans l'ensemble, c'est quand même un match intéressant. Et puis de toute façon, on est arrivé en playoff. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de gagner, de toute façon. Et on l'a fait. On peut passer au top et au flop de ce match-là. Je pense qu'on pourra être assez long là-dessus parce que je pense que même top et flop, il y a pas mal de choses à dire. On va pouvoir revenir sur pas mal de joueurs. Olivier, je connais ton top, mais révèle-le à tous nos auditeurs. Qui est ton top du jour? Numéro 85, George Kittle, pendant le match. Mais putain, ce mec, les gars, mais quel bonheur de l'avoir dans cette équipe. Je vais répéter ce que je dis depuis des semaines avec vous au niveau du podcast, mais ce dont je parle de façon générale quand je parle de football américain sur Kittle, c'est le prototype parfait du joueur dans le sens premier du terme joueur. Il joue un match divisional, il y a la caméra qui passe, il fait le débile à la caméra. Le dernier mec que j'ai vu faire ça, vous étiez pas né pour la plupart, c'était Chris Waddle. Waddle faisait pareil avec les caméras au foot. Et lui, il fait ça sur un terrain de football américain. Il prend des coups, il met des coups, et il a toujours le sourire. Il va vanner les adversaires, mais c'est toujours très fun. Et en plus, mais quel joueur, quel match il nous a encore fait.
il va nous faire, c'est sur sa réception avec jongle et récupération du ballon que le momentum il tourne. Sans ça, le match, on était en galère totale. Cette réception, elle a relancé l'équipe, il y a eu un coup de boost. Et puis voilà, quand CMC marque le touchdown, il va réussir à célébrer avec Jerry Rice. Putain, les gars, la classe absolue. La classe absolue. Un mec comme ça, c'est du bonheur en barre. Il faut qu'il joue le plus longtemps possible pour nous parce que, en plus d'être efficace, il apporte un fun absolu à cette équipe. Voilà pourquoi George Kittle, c'est mon top. Et j'espère qu'il fera encore pareil la semaine prochaine. Juste pour rajouter, George Kittle, il y a une séquence qui est sortie aujourd'hui, qui était mic'd up, comme on dit. Là, il avait l'enregistrement du micro qui était fait quand il jouait. Et c'est hilarant. Si vous arrivez à trouver cette vidéo, à la regarder, c'est assez incroyable. Toutes les séquences, comme tu dis, il va vanner l'adversaire, il se relève, il parle, il crie. Enfin, il est incroyable. Ouais, pour revenir à ce que tu viens de dire, Olivier, enfin, c'est juste un bonheur d'avoir ce genre de mec-là dans un effectif. Et puis même, en dehors, évidemment, nous, on est trop contents parce qu'il est dans notre équipe. Forcément, c'est un plus. Mais même dans l'ensemble, c'est le genre de mec que... C'est pour ça que tu allumes ta télé pour regarder du foot américain. C'est pour voir la joie de jouer de ce genre de gars. Et puis même, en plus, il revit avec Brock Purdy. Il y a une relation incroyable entre les deux. Et puis c'est hyper rassurant pour un jeune quarterback rookie d'avoir une soupape de sécurité comme ça, où tu sais que le ballon va dans sa direction. C'est réception, mais c'est réception plus quelques yards. Et donc, ouais, non, c'est très cool, je suis d'accord avec toi. Et puis même quand on a passé raté, ou un peu loin, ben, on a la preuve. Et avec un bout de phalange, il ramène le ballon, il jongle, il la reprend juste avant le plaquage. Même si le quarterback rate un peu sa passe ou n'est pas complètement ajusté, le gars, il va aller la chercher. Donc, ouais, comme tu dis, ça va être ultra rassurant pour un jeune joueur. Ouais, c'est clair. Et les 50-50, ça devient des 75-25 avec lui, quoi, parce que en plus d'avoir des super mains, il a un physique d'un autre monde. Donc, et comme tu dis, enfin, je l'ai fait la semaine dernière, je l'ai refait cette semaine. Quand on a un problème, donne la balle à Kittle, il va avancer, il va faire la différence. Et ça s'est encore prouvé là, dans un match où la défense de Dallas était encore largement au-dessus de la défense de Seattle. Il a continué à faire son match, il produit encore. Vous le mettez n'importe qui en face, il continue à produire. C'est un joueur vraiment, vraiment dominant et exceptionnel à mes yeux. Gonzague, ton top? J'étais hésitant entre deux joueurs, mais je vais quand même citer le premier qui me vient à l'esprit, qui d'habitude est cité par Olivier, Monsieur Fred Warner. Pourquoi? Parce que Fred Warner, déjà, nous a sorti un match comme je les aime. Par moments, avec son compère, on a vraiment l'impression de revenir à quelques années auparavant, avec les belles époques Patrick Willis, Navarro Bowman. C'est excitant, c'est agressif. C'est un jeu de jambes en latéral, notamment contre la course, qui me rappelle les plus belles années de Patrick Willis. Donc au niveau du run-stop, il est fantastique, mais c'est surtout qu'il sait tout faire. On a découvert Fred Warner defensive back maintenant sur un jeu. C'est le prototype du linebacker moderne qui est aussi bon contre la course, chose qu'on demande à un linebacker à la base, et contre la passe. Et il est impressionnant. Et surtout au-delà de ça, c'est que c'est pas pour rien qu'on l'appelle le lieutenant de notre équipe, parce que je trouve que Fred Warner, c'est notre boussole en défense. Encore plus que Nick Bosa d'un certain point de vue. C'est-à-dire que Nick Bosa, c'est le meilleur joueur de notre défense. On ne va pas dire l'inverse. Par contre, quand Fred Warner va, la défense va. Quand Fred Warner ne va pas, la défense ne va pas. Et de ce point de vue-là, je trouve que toute la défense de San Francisco a plus une dépendance vis-à-vis de Fred Warner que de Nick Bosa, paradoxalement. J'ai presque envie de dire, si demain l'un des deux joueurs se blesse, Warner est presque le plus important par rapport à l'âme de la défense. Et là, si on a encore senti un très grand match en défense dimanche, c'est en gros grâce à lui, tant au niveau du jeu qu'il a produit que de l'âme qu'il insuffle à l'ensemble de ses coéquipiers. C'est vraiment le capitaine moderne et je suis, comme tout le monde, j'imagine, un très très grand fan du joueur. Meilleur inside linebacker de la ligue, le premier qui ose me dire l'inverse. Je l'attrape par le cou. Même ceux qui iront me dire Micah Parsons. Non, pour moi, c'est Warner. Et je suis peut-être pas le plus objectif du monde en tant que fan des Niners, mais je l'assume et j'ai des arguments. Après, Parsons, ce n'est pas un inside linebacker. Donc, du coup, la conversation n'existe pas. Bah, techniquement, il a été formé. Non, c'est un outside. C'est un outside. Il a toujours été formé en tant qu'inside. Et il joue en weak sur la plupart des jeux des Cowboys. Donc, ça reste pas spécialement un outside linebacker comme on pourrait le voir dans un système 3-4, par exemple.
Ouais, mais Warner, de toute façon, Non, mais c'est clair. c'est le capitaine de la défense. C'est comme ce que tu dis, c'est la réalité, c'est le capitaine. On a un chef d'orchestre en tant que quarterback, chaque fois, il sait ce qu'il faut. Et en défense, tu as le linebacker en plein milieu, c'est lui qui voit tout le jeu. Et on voit ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. C'est l'âme de la défense, c'est lui. On le voit d'ailleurs sur des ajustements constants qu'il fait avant snap. Bon, c'est à la base, on demande généralement un inside linebacker qui sont le capitaine de la défense, mais chez nous, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Et je trouve vraiment que cette dépendance Warner est aussi forte qu'elle pourrait même d'ailleurs, dans certains points de vue, être inquiétante si demain Warner se blessait. Mais vraiment, quel joueur fabuleux. Fabuleux. Kevin, ton top? Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité encore cette saison, mais là je pouvais pas faire autrement. C'est quelqu'un qui s'appelle Robbie Gould. C'était mon choix numéro. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est un confort incroyable d'avoir un kicker de ce niveau dans une équipe. Il y en a peut-être 3, 4 dans la ligue qui sont capables de faire ce qu'il fait. Le gars n'a jamais raté un coup de pied en playoff. Jamais. Pas un extra point, pas un field goal. Rien. Jamais. Je pense que un combiné, c'est du 80 sur 80, quelque chose comme ça. On s'approche de ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, il a pas loupé un coup de pied, mais il a pas 22 ans, tu vois, donc c'est pas ses premiers playoffs. C'est ça. Et d'ailleurs, si on fait le total de points, Robbie Gould 13 points, les Cowboys 12 points. Il a battu les Cowboys à lui tout seul en scoring si on fait des petits raccourcis. Non, c'est un joueur exceptionnel. Et puis, au-delà des coups de pied, le retour de coup de pied de Turpin, le dernier joueur qui peut le stopper, c'est Robbie Gould. Il se jette dessus et il le stoppe. Le gars est maigre et il n'a pas la musculature pour stopper un retourneur lancé comme ça, mais il s'écarte pas comme certains kickers pourraient le faire. Il se met dans le chemin et il fait tomber Turpin et il nous évite de prendre un touchdown qui nous aurait peut-être amené en prolongation ou à la défaite. On ne pourra pas le savoir, c'est de la fiction. Mais ouais, gros coup de chapeau à Robbie Gould. Après, il se met dans le chemin, oui, c'est vrai qu'il se pousse pas, ça c'est tout à son crédit, mais pour revenir là-dessus, c'est quand même Turpin fait un retour de fou, et puis après il arrive face à un kicker et il pense même pas à passer à gauche, alors que s'il met un coup d'accélération, Gould peut pas suivre. Mais bon, bref, c'est quand même shout-out à Gould de s'être mis quand même en face et de l'avoir arrêté. Moi, mon top, ouais, oui, Gonzague. Non, je voulais juste dire que je rejoignais complètement Kevin. C'était en effet le joueur avec lequel j'hésitais parce qu'il faut vraiment mettre l'accent, et je sais que tout le monde en a conscience, mais il faut quand même le rappeler, que les équipes spéciales, et notamment le poste de kicker, on passe d'un élément utile à un élément prépondérant sur les playoffs. Les scores se jouent à rien. Et entre un kicker qui a tout raté côté Cowboys et le nôtre, bah, le 19-12, on ne serait probablement pas à hauteur d'un touchdown d'écart si le différentiel n'était pas là. Il faut vraiment à chaque fois remettre l'importance d'un kicker are people too, comme on dit toujours, parce que vraiment en playoff, quand ça se joue à 2 ou 3 points à la fin du match, bah, généralement celui qui fait la différence c'est le kicker. Et donc complètement d'accord avec toi Kevin, il faut vraiment mettre Robbie Gould en avant sur cette capacité à tenir mentalement sur les playoffs sur la durée, c'est quand même assez impressionnant. Pardon, excuse-moi Nadia, je t'avais coupé. Non, du tout, non, mais c'était bien. Moi, pour le coup, mon top, je pense que son collègue va aller dans les flops, mais mon top, c'est quelqu'un dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, et je trouve qu'il a fait un super match, c'est Deomodore Lenoir. Parce qu'on a eu peur, on avait légitimement, hein, par rapport à ce qu'il a montré, peur de sa position de cornerback numéro 2, et il a répondu largement aux attentes. Il a évidemment une interception. Bon, merci aussi Dak Prescott d'être aussi médiocre pour leur lancer dans les mains, mais quand même, il faut l'attraper parce qu'en plus, elle n'est pas simple à attraper, elle est haute. Hein. C'est une passe difficile à attraper, même s'il n'a personne face à lui. C'est une mauvaise passe, mais il l'a quand même. Et même dans l'ensemble, on en a parlé, Sidi Lamb a été le receveur numéro 1, il nous a fait très très mal, mais c'était pas lui qui était sur Sidi Lamb. Lui, il était sur l'autre. Et dans l'ensemble, les autres receveurs n'ont pas été tant en évidence que ça, et parce que Deomodore Lenoir a fait quand même un plutôt bon match. Oui, Olivier ?
Ouais, il s'est fait juste brûler sur la passe à profondeur pour Lem. C'est lui qui est au marquage, hein. Il fait l'interférence de passe qu'on avait dit, putain, mais il ose demander l'interférence alors que c'est lui qui le pousse. Et il s'est fait brûler. Il prend 3 quarts dans les dents au départ et jamais il revient. Mais bon, après, on ne demande pas un corner, on ne demande pas à un joueur défensif de faire que des jeux parfaits. C'est impossible. Et sur Non, le c'est match, ça, c'est ça. non, c'est pour ça, c'est juste voilà le seul moment où il se fait brûler, c'est ce moment-là, mais le reste du match, il a été, comme tu dis, très très bon. Et surtout, il a apporté, malgré son petit gabarit, de l'intensité physique. Je sais pourquoi je dis ça. Je pense qu'on va en reparler dans pas longtemps. Bah, je suis complètement d'accord avec Elliott, hein. Est-ce qu'on l'a beaucoup vu, Michael Gallup? Michael Gallup, qui j'aimerais quand même rappeler, est un très bon receveur. Peut-être pas un Ah, mais receveur pour un Michael type. Gallup, c'est très simple, j'ai ses stats sous les yeux, c'est 3 targets, 0 réception. Voilà, Voilà. Mm. Et qui était au marquage de Michael Gallup? le noir. Voilà, débat clos. Donc, Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. voilà, Michael Gallup, que j'aimerais bien quand même qu'on rappelle, qui est un excellent receveur numéro 2 de la ligue. Donc, c'est un triomphe de Lenoir par rapport à ça. 2 semaines de suite, d'ailleurs, il a déjà été excellent contre les Seahawks. Donc, ces playoffs 2022-2023 vont être un gros boost dans sa carrière, je pense. Et on va passer directement au flop. Et pour cette fois, je vais commencer parce que j'ai envie, parce que je commence jamais. Et rebondir directement là-dessus, hein, pour parler de son copain en face. Tu parlais de Deomodor Lenoir qui aurait sûrement un boost de ses playoffs pour sa carrière. Il y en a un qui est en train de faire des playoffs dégueulasses, c'est Charvarius Ward. Non, pas toi, non. Ah si. Non, sans déconner. Ok, vas-y, Charvarius développe, je te tomberai dessus après. Ça marche. Charvarius Ward, qui est l'instigateur d'un nombre impressionnant de réceptions de CD Lamb, mais plus que ça, qui a un manque criant d'engagement sur beaucoup d'actions, notamment aussi sur du jeu de course, où il est un petit peu en dilettante à savoir s'il va plaquer ou pas. Et le problème, c'est que quand t'es trop en hésitation comme ça, bah, le mec prend quelques yards de plus, et ces quelques yards, ils peuvent être décisifs. Et je trouve que Charvarius Ward, il a ce côté hésitant beaucoup trop pour aller sur le plaquage. Et c'est pas normal en fait, parce qu'il nous fait en plus une saison régulière excellente, il fait une super SR, et là, depuis le début des playoffs, il a eu beaucoup de mal contre les Seahawks, notamment contre DK Metcalf. Là, il a eu pas mal de mal contre CeeDee Lamb. Les Eagles ont quand même un paquet de bons receveurs, va falloir faire attention à être meilleur contre Philly. Oui, Kevin, du coup, ta réponse. Alors, oui, il fait pas des playoffs à la hauteur de sa saison régulière, mais je suis désolé. Sur ce match face aux Cowboys, on peut noter un déficit d'engagement, on peut noter tous les déficits que tu veux. Les stats sont clairs. Il joue 41 snaps en couverture, il laisse passer 15 yards de réception. 15 yards, c'est tout. Alors, oui, on peut noter des déficits, on peut noter un manquement, mais dans les faits, dans le scoring, dans tout ce qu'il a produit, il y a eu 0 conséquence. Donc c'est ça qu'on attend d'un cornerback 1. Oui, il peut se faire brûler, mais s'il empêche les actions de se faire, les réceptions de se compléter, tant pis. Alors peut-être que oui, effectivement, Dak Prescott a joué un rôle dans le fait que ses receveurs complètent moins, mais il a respecté son rang statistiquement et dans le scoring. Olivier? Ouais, alors ça c'est là qu'on fait la différence entre Kevin et moi. Toi c'est les stats qui parlent. Moi c'est pas les stats et c'est ce que je vais lui reprocher dimanche dans la nuit, ce que je vous ai pris la tête. Bon, Elliot était d'accord avec moi de suite, mais c'est ce côté moi c'est l'impression visuelle. Je me rappelle, au moins il y a une bubble qui est jouée sur son côté. Il a un mec tout malingre en face de lui, il le tient au bloc, même pas il bouge. Même pas il bouge, la putain de lui, mais fends-le en deux, coupe-le en deux, le mec. Non, il attend tranquillement derrière son bloc. Et ça, je peux pas. Au prix où il est payé, il doit le rentrer dedans, il doit faire comme il fait Ufanga, il doit faire pas comme il fait Greenlow tout le temps. Ce Greenlow, il a encore mis le cerveau sur on et off pendant un moment, mais c'est ça qu'on lui demande aussi. Quand tu dis les passes, mais putain, à un moment, il est complètement battu sur une passe en profondeur et c'est l'autre andouille de Prescott qui jette le ballon n'importe où, heureusement pour nous. Mais si on a en face de nous un quarterback qui vise correctement, on est encore en galère parce que les jeux profonds, j'ai pas confiance. À l'heure actuelle, j'ai pas confiance. C'est une impression. Je lis pas les stats. Vous savez que je ne vois jamais rien. Je regarde les matchs et je me refais le match une seconde de fois. Et après un deuxième visionnage, pardon, je l'ai trouvé pareil. Je trouve que pour un cornerback payé à son tarif,
il apporte pas grand-chose. Il se fait brûler par les mecs physiques et il se fait brûler par les mecs rapides. La semaine prochaine, on joue quoi? Ah, putain, un mec physique et un mec rapide. On va faire quoi? On va demander à Lenoir de couvrir les deux. Si Jalen Hurts, il est plus précis que Prescott, alerte spoiler, je pense que c'est ce qui va se passer. Il a intérêt à rehausser le niveau, quoi. Il faut qu'il joue comme il a joué en saison régulière. Sur les playoffs, je le trouve très moyen. Et c'est pas au prix où on le paye, c'est pas normal. Eh ben, pour le coup, autant j'étais d'accord avec toi la semaine dernière, Olivier, autant là, je fais complètement partie de la team Kevin. Je tiens quand même à rappeler qu'on a pris 12 points face aux Cowboys. Je vois pas en quoi je vais aller m'acharner contre la défense des Niners, franchement. Quand tu prends 12 points dans la gueule face à une attaque comme celle-ci. Et puis, j'aimerais juste rappeler un peu le style de jeu de Charvarius Ward à la course, parce que c'est quand même le meilleur bloqueur de la ligue en tant que cornerback, en tout cas à son poste. Et c'est pas un torpilleur. Ce que j'appelle par là, c'est que c'est pas un joueur qui arrive tête baissée, tête la première. Il n'a pas du tout le style de jeu d'Oufanga. C'est un joueur qui est patient, qui lit la course adverse et qui va plaquer à ce moment-là, quitte à perdre 1 yard ou 2 max. Et moi, je suis désolé, sur jeu de course, je ne suis pas du tout d'accord, par contre, là, avec Elliott. Je l'ai toujours trouvé sur la trajectoire au niveau de la course. Là-dessus, je maintiens que c'est un cornerback de très, très haute qualité sur jeu de course. Même si ce n'est pas généralement ce poste-là qu'on regarde en premier à la course. Mais pour le reste, non, je suis désolé. Et puis, franchement, alors oui, il était en charge de CD Lamb. CD Lamb nous sort plus de 100 yards. D'accord, mais c'est CD Lamb, quoi. De manière générale. Et puis, CD Lamb, il a beaucoup pris de yards sur les tracés intermédiaires. Et de ce point de vue-là, je vais mettre plus la faute à notre nickel qu'à Ward en lui-même. Donc, que Ward n'ait plus spécialement peut-être un statut de cornerback numéro 1 évident par rapport aux performances de Lenoir, je l'entends. J'ai pas de problème avec ça. Mais mettre Charvarius Ward en flop, je vais pas jusque-là. À la rigueur, et pourtant je sais que je l'adore, je mets davantage un Jimmy Ward en flop qu'un Charvarius Ward pour le coup, à la couverture. Moi, clairement. Mais notamment sur les tracés intermédiaires. Mais du coup, donc, avis partagé, mais c'est intéressant d'avoir vos avis. Du coup, Gonzague, qui tu mets en flop au final? En fait, sur ce match, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai pas un flop évident. J'ai mis tout à l'heure que j'ai trouvé que nos receveurs, comparés à d'autres matchs, avaient eu du mal à créer la séparation. Je maintiens mes propos. Mais je mettrai surtout mon flop sur ma surprise du match, qui a été la défaite sur les lignes de notre ligne offensive face au premier rideau, et notamment l'intérieur de la ligue qui s'est fait bouffer par Gallimore. Au niveau de la pression, j'ai trouvé que nos gardes ont perdu leur bataille face au defensive tackle des Cowboys. Et on a eu une très grosse pression par le centre tout au long du match. Et voilà, j'ai trouvé notre O-line et notamment l'intérieur de notre O-line. J'ai pas envie non plus de dire ils ont été catastrophiques, ils ont été mauvais. Non, c'est pas du tout mon propos. Mais ils avaient un duel à gagner face à une défense dont c'est pas la spécialité. Et certainement incroyablement bien coaché par le coordinateur défensif de Dallas, Bradley, ils ont perdu cette manche. Ils ont perdu ce duel. Et pour moi, ça a sauté aux yeux au cours du match. C'est pas Dan Quinn, là, le coordinateur défensif de Dallas? Si, Dan Quinn. Oui, Dan je Quinn, Bradley depuis tout à l'heure. En plus, j'ai Dan Quinn en tête, pardon. Non, tu Voilà, viens non, de comprendre. Désolé à tous. Non, c'est bien Dan Quinn, tu as tout à fait raison. Voilà, Je sais pas pourquoi je dis Bradley j'ai toujours un peu confondu les deux au niveau du nom. Je sais pas pourquoi. Mais c'est Dan Quinn, je confirme. Dan Quinn. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, je me posais la question l'autre jour, la possibilité aussi de Dan Quinn qui connaît très bien les attaques aussi de Kyle Shanahan. Enfin, c'était le head coach des Falcons à l'époque Shanahan. Est-ce que ça n'aurait pas pu avoir aussi un impact sur l'efficacité, au moins en première mi-temps, de l'attaque? Tout à fait. C'est une très bonne analyse de ta part. C'est tout à fait possible. Les deux se connaissent très bien. Ils sont même d'ailleurs amis, au-delà d'avoir travaillé ensemble. Et je pense en effet que le grand vainqueur de ce match, et paradoxalement dans l'équipe des défaites, c'est Dan Quinn pour moi, qui a vraiment préparé ce match de manière assez incroyable en défense. Donc voilà, donc oui, si, je pense que ça a joué. Il sera pas loin de retrouver un poste d'head coach, je pense, à la fin de saison. Il est dans les rumeurs, en tout cas, parmi un paquet d'autres noms.
parce qu'il est à sa deuxième interview chez les Cardinals, pour info. Ok, mais de toute façon, il y avait aussi cette idée de pourquoi les équipes qui n'ont pas de coach n'ont pas retrouvé. Je pense qu'il y en a aussi un paquet qui sont sur des coordinateurs encore en course, dont Demeco Ryans, dont on reparlera sûrement, puisque je sens qu'il y a possibilité qu'ils partent, dont le coordinateur offensif des Eagles aussi. Enfin bref, on en reparlera au moment venu. Olivier, c'est qui ton flop de ce match? Tu l'as donné mon flop, donc je n'ai pas d'autre flop que celui-là. Hein. Je veux dire, non, il y a que ça. C'est juste ça. Voilà, Charles Ward, c'est tout. Kevin? Ouais, un petit flopinho sur Deebo Samuel que j'ai trouvé assez anonyme dans ce match-là. Seulement 45 yards. Je trouve que je suis exigeant avec lui depuis le début de la saison, mais au prix où on le paye, avec le statut qu'il a, dans des matchs où on ne trouve pas la solution offensivement, il fait partie des 2-3 joueurs, je dirais même que c'est le premier que j'attends, devant Kittle, qui doit se démarquer, qui doit trouver des solutions, qui doit proposer. Et on ne l'a pas assez vu. Et après le match, il trouve le moyen d'aller chambrer Micah Parsons en disant « Qu'est-ce que tu as dit avant le match ?» Juste ferme-la, t'as pas eu le niveau escompté pour pouvoir l'ouvrir après le match et venir chambrer. Donc non, j'attends plus de Deebo. Il a montré qu'il peut le faire en plus à plusieurs reprises cette saison. Mais là, il faisait partie de ceux par qui devait venir la solution. Et heureusement que Kittle a trouvé cette solution-là parce que Deebo ne l'a pas fait. Tu rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Une difficulté pour moi évidente tout au long du match chez les receveurs à créer la séparation. Et il ne faut pas oublier que les cornerbacks, l'ensemble des defensive backs des Cowboys sont plutôt des joueurs assez rapides. Et face à nos receveurs rapides que sont Ayuk et Samuel, ils ont parfaitement collé au basque de nos receveurs. Il y a eu des soucis de ce côté-là, clairement. Avant de terminer et de passer à la preview, je voudrais juste en rajouter une petite pour un homme qui aurait pu être à la fois dans les tops et à la fois dans les flops. C'est Rara McLeod qui a fait un fumble absolument dégueulasse et qui sur l'action d'après fait un retour absolument fantastique. Donc voilà, du Rara McLeod dans le texte comme on l'a depuis le début de la saison. On va passer du coup à la preview de notre prochain match contre les Eagles. Dimanche soir à 21h, la finale NFC face aux Eagles à Philadelphie, au Lincoln Financial Field. C'est à 21h. Philadelphie, tête de série numéro 1 de NFC, donc du coup qui va accueillir ce match. Philadelphie également le meilleur bilan de NFL cette année, sûrement notre plus gros défi jusqu'alors en playoff. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Je sais qu'Olivier, t'as pas mal parlé du fait que c'était le seul match. Au début des playoffs, tu parlais que c'était le seul affrontement qui te faisait peur. Est-ce que tu gardes cet avis aujourd'hui? Ah ben totalement, hein. C'est ce que vous réécouterez les émissions passées, quand on a commencé à faire le tableau, contre qui on joue, moi je vous ai dit on passe Seattle, on ne jouera pas contre Brady et on gagnera le match suivant, et quand on arrivera en finale de conférence contre les Eagles, là ça va commencer à se corser. Oui, c'est l'une des rares équipes, c'est la seule équipe à NFC que je craignais. Les autres équipes, je pensais qu'on était beaucoup plus forts. Mal m'en a pris parce que Dallas on est passé sans un gros écart, mais on est passé quand même. Mais là, à Philadelphie, il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Déjà, ils ont un quarterback qui court. Ça n'a jamais été notre spécialité de les attraper. Coucou Russell Wilson. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils ont des receveurs doués. Ils ont un super running back avec Sanders. Défensivement, ils mettent une pression de folie. Et ce n'est pas à 2 ou à 3, mais c'est des joueurs qui tournent et qui ont tous plus de 5, 6, 7 sacs chacun. Gros. Ils sont 4 à plus de 10 sacs, ce qui est la première fois de l'histoire que ça arrive en une saison. C'est monstrueux. Je crois qu'il y a 7 joueurs à plus de 5 sacs, si j'ai bien écouté ou bien retenu la leçon. Et donc voilà, sur le papier, quand on dit ça, on dit bon, c'est pas la peine qu'on regarde, on va se coucher, c'est pas la peine. Oui, mais on est San Francisco, bordel. Donc on a quand même des arguments à leur mettre en face. Jalen Hurts, il court, je l'ai vu jouer contre les Giants, mais il court
aussi parce qu'on le laisse courir. Et moi, j'ai mon facteur X, et j'en parlerai tout à l'heure, par rapport à tout ceci. On a la capacité de leur faire mal, et on a quand même une équipe qui a une particularité cette année, c'est qu'on épuise l'adversaire. On l'épuise parce qu'on rentre dedans, parce qu'on tape fort, parce qu'on attaque fort. Et au bout d'un moment, ça craque. Et le but du jeu pour nous, ça va être de rester le plus longtemps possible au contact. On sait que là-bas, c'est des fous furieux, l'ambiance, elle va être de folie, mais il faut rester au contact, rester au contact, rester au contact, et dans le dernier quart-temps, faire la différence. Et je pense que ça va se passer comme ça, et je le souhaite, parce qu'au moins, on va avoir un match bien serré, bien tendu, et ça peut être vachement sympa. Kevin? Là, je trouve qu'on est très chanceux parce qu'en ce moment, il y a 5 équipes en NFL qui surdominent leur sujet et qui sont quand même assez loin devant les autres, et la nôtre en fait partie. Donc, je trouve qu'on est très chanceux là-dessus. Après, sur ce match, c'est tellement difficile de donner un avis. Les deux équipes sont surpuissantes, surpuissantes sur des domaines un peu différents. C'est un peu force contre force ce match. Il n'y a pas vraiment de points forts contre points faibles ou de choses comme ça. Ça va être un affrontement énorme. J'ai tendance à me dire qu'en étant là dans ce match, avec notre quarterback numéro 3, avec les absences qu'on a eues pendant la saison, avec la difficulté qu'on a eu à se lancer, être en finale de conférence aujourd'hui et avoir autant de chances d'aller au Super Bowl que notre adversaire, c'est déjà une réussite. J'arrive à un point où je me dis, si on perd là, c'est pas grave, on a réussi notre saison. Après, j'y crois, j'ai envie de gagner. Je pense qu'on a tout à fait les moyens de le faire. Mais notre saison, elle est réussie avec les circonstances qu'on a rencontrées. Mais je pense qu'on a les armes, encore une fois. Je pense qu'on a un meilleur coaching staff. Je pense qu'on a la ligne défensive pour leur faire mal sur leur force par rapport à Jalen Hurts notamment. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, mais eux aussi ont tout ce qu'il faut pour nous faire mal. Tout le problème est là. Gonzague? Je suis assez emmerdé sur ce match-là, parce que si je devais citer les 32 équipes NFL, les Eagles, c'est une des équipes que j'ai le plus de mal à évaluer. J'ai toujours tendance à les voir moins beaux qu'ils ne le sont, et à chaque fois, leurs résultats me donnent tort. Donc, force est de reconnaître que j'ai certainement une très mauvaise analyse d'eux. Toutefois, qu'est-ce que je constate? C'est que je dirais que si je devais caractériser quand même les Eagles en tant que tels, c'est qu'un petit peu comme nous, cette équipe brille surtout par son homogénéité. Quand on regarde les Eagles, il n'y a pas vraiment un poste où on se dit, tiens, le talon d'Achille est là. Cette équipe est complète de partout. Pendant très longtemps, et toujours un petit peu au fond de moi, j'ai beaucoup de mal à croire en Jalen Hurts, mais les stats et les performances à l'appui me donnent tort à nouveau. Donc voilà, c'est une équipe qui me gêne de ce point de vue-là, parce que en effet, je ne vois pas spécialement de défauts réels dans cette équipe. On aurait très bien pu se dire, ils ont gagné la NFC Est, ils sont en play-off, et les stats ne veulent pas dire grand-chose, sauf que la NFC Est est la conférence qui nous a le plus surpris cette année, en envoyant pas moins de 3 équipes en play-off, et notamment en divisional. Donc voilà, cette équipe me pose un gros souci de préparation, en fait. Je vais en revenir à mon bon truc fétiche de toujours, qui est, je pense que, vu que cette équipe a un peu comme nous ce style de rouleau compresseur, lorsqu'ils tiennent le match, ils accélèrent et ils écrasent leur adversaire, je pense que là, plus que jamais, encore plus que sur tous les autres matchs qu'on a joués, la gestion de l'horloge, la fameuse, va être prédominante. L'équipe qui va avoir la possession du ballon le plus que par rapport à l'autre peut gagner ce match. Alors en plus des facteurs X, je pense qu'on va tous en avoir plein, parce que là pour le coup il y en a un qui ressort, mais on pourrait en sortir quasiment à tous les postes. Donc voilà, donc ça va être un match très intéressant, et je pense que ça va être très serré. Ouais, globalement, je suis d'accord avec vous. C'est sûrement le plus gros match qu'on ait eu depuis le début de la saison. Après, on va dire ça chaque semaine, évidemment, donc c'est pas forcément très original. Mais je pense que c'est peut-être le meilleur adversaire qu'on ait affronté avec les Chiefs en saison régulière. Parce qu'ils ont une équipe de dingue, en fait. Quand tu regardes poste par poste, ils ont pas, comme le disait très bien Gonzague, ils n'ont pas l'air si impressionnants que ça, mais tu regardes poste par poste, c'est ultra solide partout. Il n'y a pas vraiment de défaut dans cette équipe. Et donc, ça va être un énorme affrontement, un affrontement très compliqué.
Ils ont mis une rouste monumentale aux Giants. Donc en plus, il n'y a pas le facteur nervosité que nous, on peut avoir en ayant été plus en difficulté contre les Cowboys. Ils ont très bien répondu à cette question. Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une semaine de repos? Ouais, parce qu'ils les ont éclatés, les Giants. Et donc, ça va être notre plus gros défi. Et il y a beaucoup de similarités. N'importe quoi. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes. Et donc, ça va être un très très beau match. En tout cas, j'ai très hâte de le voir parce que ça va être un match spectaculaire. Je pense que il y a deux effectifs ultra chargés partout et donc ça va être un match très impressionnant et on va stresser, je pense, parce que dans tous les cas, ça va être un match tendu jusqu'au bout. Je pense pas que ça va être. Je vois pas en fait une des deux équipes prendre le lead et éclater l'autre. Je pense que ça va être un match qui va se jouer à des détails et il faudra être bon justement dans la gestion de ces détails. En parlant de détails et en parlant de gestion, etc., vos facteurs X, Kevin, quel est ton facteur X dans ce match? Alors là, les facteurs X, il y en a partout sur toutes les lignes, à tous les endroits. Mais moi j'y réfléchissais, j'en ai au moins 20. Non, non, pas mais 20, mais j'en ai plein des facteurs X. C'est incroyable, mais je vais laisser mes collègues donner les leurs, mais j'ai envie de m'intéresser à quelque chose dont j'ai pas entendu parler cette semaine nulle part. C'est le duel à distance de tight end, parce que on l'a vu, George Kittle est incroyable, mais en face, ils sont pas en reste avec Monsieur Dallas Goedert, qui est probablement le 3e meilleur tight end de la ligue actuellement derrière les deux monstres, et qui est ultra important. On ne voit que lui en ce moment. Alors oui, ils ont AJ Brown, ils ont Devonta Smith aussi en receveur, mais Dallas Goedert prend une place monumentale. Et je pense que si on arrive à stopper Dallas Goedert, ça va beaucoup mettre en difficulté et ça va déstabiliser Jalen Hurts. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui cherche tout le temps. Si on analyse un peu son jeu, il le cherche très souvent, quasiment plus que AJ Brown, qui est pourtant la méga star de cette attaque. Donc je pense que c'est un joueur sur lequel se concentrer et essayer à tout prix de l'arrêter. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le tight end et en fait, notamment, je me suis fait la réflexion. C'est souvent le cas avec les quarterbacks qui sont très coureurs et moins passeurs, qui est le cas normalement de Jalen Hurts dans son profil, qui est plus un quarterback comme on l'avait vu à l'université, très coureur, qui est capable de passer le ballon évidemment, sinon il n'en serait pas là. Mais c'est pas sa qualité première et on peut avoir des doutes sur ses qualités de passeur, même s'il a quand même répondu à la question cette année. Et un peu à la manière d'un Lamar Jackson, c'est hyper rassurant d'avoir un tight end comme Lamar Jackson à Mark Andrews, lui il a Dallas Goedert et c'est un peu la sécurité en fait pour les quarterbacks qui ont peut-être un bras moins précis d'avoir en fait une espèce de cible ultra large qui est un tight end avec les grands segments, etc. Et on le voit très bien que Dallas Goedert correspond, je suis tout à fait d'accord avec toi, totalement au profil du très très bon tight end et du tight end, comme tu le dis, sûrement 3e derrière Kittle et Kelsey. Olivier, ton facteur X? Oui, Gonzague? Top 3, on peut en débattre, mais même si je suis Oui, d'accord. non, mais bien sûr, parce que je comme Andrews ou Waller. Je parle vraiment actuellement. Ouais. Je parle vraiment actuellement dans l'état de forme actuel et dans la dynamique. Il est impressionnant et c'est le seul actuellement parce que Waller et Andrews ne sont plus là et ont peut-être moins. Tu peux avoir un mec comme Schultz aussi qui est oui. très bon. Mais moi, je pense que Goedert, je le mets quand même un petit peu devant. Ouais. Goedert, c'est plaqué en plus de réceptionner. Pour moi, il est top 3 à son poste. Ah ouais, non, clairement. Ouais. Justement, et le premier qui dit qu'il n'est pas top 5, il prend la porte. Olivier, ton facteur X? Alors moi, mon facteur X, ça va être Jalen Hurts, mais pas dans le sens les passes, pas dans le sens de la course. Il faut qu'on le limite et qu'on lui fasse peur. Je m'entends. Il faut que Dédé lui fasse couiner les côtes, il faut que Hufanga lui fasse couiner les côtes, et que dès qu'il dépasse la ligne de scrimmage, il comprenne que chaque fois qu'il va la passer, il va morfler. Il ne faut pas qu'il fasse 50 yards, il ne faut pas qu'il fasse 60 yards, il faut qu'il soit maintenu. Si on le maintient et qu'on l'oblige à jouer sur ce qu'il aime le moins, c'est-à-dire rester dans la poche et lancer, ça nous simplifiera le travail. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas qu'il va réussir à faire ça, qu'il ne va pas réussir à nous mettre dans la misère sur des jeux, mais le but du jeu, c'est quand il va commencer à nous mettre la misère, qu'il le paye, mais qu'il le paye cher. Quand on va il faut qu'on lui imprime son numéro. Et quand il aura été imprimé 1 fois, 2 fois, 3 fois, croyez-moi, il va reculer. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut supporter la pression défensive qu'on peut mettre. Et c'est à ce moment-là que je pense que ça va faire la différence. Gonzague, ton facteur X? Je suis désolé, je vais sortir un petit peu des cités battues et je revendique le droit d'en citer 2.
Vas-y, parce que moi j'en ai deux aussi. Voilà. Moi aussi, j'en avais deux, mais j'ai attendu poliment, mais vas-y. Mais tant tu le pis. diras après, Kevin, t'inquiète. Mais quelle honte. Mais Laissez-moi- quelle je- honte. laissez-moi un peu Tout victoire. part en brioche. La première, c'est, vous l'avez dit déjà très justement, vous l'avez très bien introduit à propos des Eagles, c'est que ce sont les rois du pass rush. Et il va y avoir un duel monumental et prépondérant entre les pass rushers, notamment sur l'extérieur des Eagles, versus notre ligne offensive. Il faut que Trent Williams et Mike Glinchey nous sortent un match d'anthologie tous les deux. Il va falloir vraiment aider Brock Purdy par rapport à ça, l'aider à le faciliter dans ses lectures. Ça va venir très vite côté Eagles, sur leur premier comme sur le deuxième rideau. Et je pense que là, on est vraiment sur un facteur déterminant du match. Si la O-line tient, on peut avoir nos chances. Parce que sinon, Purdy ne va pas s'en sortir. Et on ne pourra pas lui en vouloir. Tant les pass rushers des Eagles sont monumentaux depuis le début de l'année. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, bon, on dit que cette équipe des Eagles est ultra homogène, mais j'essaie de trouver une petite faille s'il en existe une. Et pour moi, si on devait insister sur une chose, j'aurais tendance à reproduire quelques schémas de jeu qu'on avait fait notamment face aux Seahawks. C'est-à-dire que pour moi, si je devais donner un micro-talon d'Achille, et encore je chipote, je dirais qu'il y a peut-être une faiblesse à la couverture au poste de inside linebacker et strong safety. Et à ce jeu, peut-être que les passes vers Kittle ou les tracés qui démarrent vers l'extérieur pour revenir vers l'intérieur au milieu vont peut-être nous permettre d'avancer. C'est là où je vois la faille peut-être dans la défense des Eagles. C'est à peu près cette position-là où ça pêche un peu. Et donc là, il va vraiment falloir insister et surtout, il va vraiment falloir ouvrir le cahier de jeu avec Brock Purdy. Là, contrairement à d'autres matchs où j'avais tendance à dire on joue sûr, là, va falloir se mettre un peu en risque, des tracés un peu plus longs et notamment vers le centre, vers le centre de la ligne. Parce que vers les extérieurs, les pass rushers sont bons à la couverture. Les cornerbacks, je pense à Darius Slay qui quand même demeure l'un des tout meilleurs cornerbacks de la ligue. Je le dis d'avance, ça passera pas. Ça ne passe. James Bradbury aussi qui fait une saison de zinzin. Bradbury qui est en train de faire mordre la poussière au front office des Giants de l'avoir libéré comme ça. Non, sur les extérieurs, je n'y crois pas une seule seconde. C'est vraiment vers le centre que ça peut et que ça doit passer. Et c'est comme ça qu'on va avancer, mais il nous faut de la passe entre 10 et 13 yards. Il va falloir se mettre en risque sur le jeu de passe, contrairement à d'habitude. Et d'où le temps qu'il va falloir à donner à Purdy pour faire ces lectures-là, et que donc la O-line tienne. Donc je reviens à mon premier Factor X. Eh bien, deux Factor X qui se rejoignent, mais je suis d'accord avec toi sur ces facteurs. Moi, j'en ai deux aussi également. Mon premier, ça va être un Factor X qui sera d'avant-match, en fait. On saura avant le match si c'est un vrai facteur ou pas. Ce sera la présence ou non de Lane Johnson pour les Eagles. Parce qu'il est encore incertain pour le match, et quand il est là, ça n'a rien à voir, puisque c'est sûrement le meilleur right tackle de la ligue, tout simplement. Et avec ou sans lui... Hein ? Le terme sûrement, tu peux l'enlever. Hein. Oui, non, c'est clair. Mais avec ou sans lui, en fait, cette ligne offensive n'a rien à voir. Et avec un remplaçant, je ne saurais pas vous dire qui sera le nom du remplaçant. En fait, c'est pas forcément très important parce que ce sera pas Lane Johnson si Lane Johnson est absent. Et avec ou sans lui, c'est pas la même chose. Et ça pourrait vraiment aider notre pass rush en fait s'il est absent. Même aider notre défense contre la course parce qu'en fait, c'est un tackle qui est fort partout. Donc voilà. Donc mon premier factor X, ce sera sa présence ou non. Et le deuxième, c'est quelque chose qu'on a vachement remarqué avec Kevin et Olivier pendant le match quand on le regardait ensemble. Et j'espère qu'il y aura cette même utilisation contre les Eagles, c'est l'utilisation d'Elijah Mitchell en deuxième mi-temps. Parce qu'il arrive sur des défenses plus fatiguées et il fait du dégât. Il n'a pas fait son meilleur match, mais il a quand même eu, parce que sa moyenne n'est pas forcément très reluisante, mais il a eu des moments où il a écrasé notre drive, où on va au touchdown. Il avance à mort, c'est quasiment lui qui nous fait avancer tout le drive avec Kittle. Donc son utilisation en deuxième mi-temps risque d'être très importante en jeu de course pour essayer de gagner des gros yards sur une défense fatiguée parce que il excelle sur ça depuis plusieurs semaines, depuis qu'il est revenu. Kevin, oui. Archi d'accord, parce qu'en plus de ça, il bouffe l'horloge, en plus, là, pour le coup, lui. Et je pense que, contrairement à d'autres matchs, McCaffrey peut ne pas être la solution chez nous sur ce match-là. Si j'étais coach, ce que évidemment je ne suis pas,
À la rigueur, je n'abuserais pas de McCaffrey face à une équipe comme les Eagles. J'irais plus chercher justement nos receveurs à la passe et je mettrais davantage un système de comité, notamment avec un running back puissant. Et ça, je te rejoins complètement avec Elijah Mitchell. Je pense que là où on peut les surprendre, c'est peut-être justement réduire la charge de McCaffrey, qui je pense a un style de jeu qui est peut-être un poil moins adapté à la défense des Eagles. Kevin, du coup, tu avais un autre Factor X. Ouais, ça rejoignait un peu ce qu'a dit Gonzague sur la ligne offensive et sur ce qu'elle a montré face aux Cowboys. Brock Purdy n'a pas été bon en première mi-temps face aux Cowboys, on l'a dit, pour la bonne et simple raison que la ligne offensive lui a tout simplement pas donné de temps. Comme vous en avez l'habitude au niveau statistique, j'en ai quelques-unes. Donc là, sur les 33 situations de passe, il a subi la pression 16 fois pour un bilan de 4 sur 12 et 55 yards. Je pense que ça dit tout sur la pression qu'il a subie face aux Cowboys. Et il va lui falloir du temps pour lancer. C'est une obligation pour pouvoir performer. Donc c'est aussi un facteur X très important, d'autant qu'on connaît l'importance des quarterbacks dans ces matchs ultra serrés. Ouais, je suis d'accord avec vous. On va passer au pronostic. Là, je pense que ça peut être un petit peu plus serré. Olivier, quel est ton prono pour ce match? 17-21 San Francisco. Ok. Gonzague? J'avais presque le même. 20-17. Ouais, on est serré. Kevin? Moi, je vais aller vers un 27-24 pour Philadelphie. Oh, il joue contre nous. Ouais, non, évidemment que je vais être totalement 49ers et que je vais être détruit si on perd ce match, mais je les vois sur leur saison, je les vois un petit poil mieux que nous. Ouais, tu nous vois en plus une défaite rageuse, quoi. Oui, parce que je ne vois pas un gros écart dans ce match, ça va se jouer au couteau. Ouais, moi je vais être sur un écart proche. Ça sera du 24-21 pour San Francisco, quand même. Je nous vois quand même gagner ce match. Voilà, tout simplement, comme on l'a dit durant tout le long de ce podcast, un match très serré qui va se jouer, je pense, à 3 fois rien de toute façon. Enfin, c'est même ce que tu disais, je pense, Kevin, c'est que tu as penché pour Philly, mais ça peut, je pense, c'est un peu un pile ou face, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre sur pas grand-chose. Juste avant de te donner la parole, Kevin, je voulais juste revenir sur un truc un peu en aparté. Je vous avais annoncé dans le dernier podcast que Brett Maher allait rater ses conversions. Voilà, merci. À toi, Kevin. Bravo. Ouais, donc pour revenir sur le pronostic, je voudrais juste rajouter que autant j'ai un petit doute sur notre capacité à gagner ce match, mais je pense que si on va au Super Bowl, on sera supérieur à n'importe quelle des deux autres équipes. Waouh. Je suis pas loin d'être d'accord avec Kevin. J'ai l'impression, un peu comme toi, mon sentiment a évolué. Avant, j'avais l'impression que le vainqueur de l'AFC allait gagner le Super Bowl derrière. J'ai presque l'avis inverse aujourd'hui. Pareil. Où j'ai l'impression que la finale se joue dimanche. J'ai complètement changé d'opinion par rapport à ça. Et je te rejoins un peu, Kevin. Parce que je pense qu'on est un peu trop focalisé sur le prisme Patrick Mahomes, mais je reste convaincu qu'autour de lui, il n'y a pas tant que ça de choses. Mais clairement, ce match entre San Francisco et Philadelphie, c'est l'affrontement des deux meilleurs effectifs de NFL. On a l'avantage qu'ont les Bengals et les Chiefs sur ces deux équipes, c'est Joe Burrow et Patrick Mahomes, et ça c'est indéniable, et c'est le facteur quarterback qui est quand même extrêmement important dans ce sport. Mais en termes d'effectifs au complet, le vainqueur de ce match-là entre Philly et San Francisco aura le meilleur effectif du Super Bowl. Pour moi, ça fait aucun doute. C'est ça. Et je pense, juste pour rajouter, je disais que les Chiefs, je pensais qu'à part Mahomes, il n'y avait pas spécialement grand-chose, mais les Bengals, je trouve qu'ils existent uniquement uniquement, c'est exagéré, mais qu'ils existent beaucoup par la connexion entre Joe Burrow et ses 3 immenses receveurs, et que notre pass rush nous permet de prendre l'avantage sur cette équipe-là parce que leur ligne offensive aura bien du mal à nous stopper. Complètement. Si on se qualifie pour le Super Bowl, je nous souhaite affronter les Bengals pour nous faciliter la tâche. Mais non, clairement, je ne sais plus sur TDA qui disait ça, je rejoins complètement cette opinion et je rejoins complètement l'opinion d'Eliott. C'est que c'est vrai que quel que soit le vainqueur des 2 matchs de ce week-end, la confrontation du Super Bowl, ce sera une équipe avec un quarterback versus une équipe parfaitement équilibrée.
Et moi, je suis un peu de la vieille école. Et je crois en l'homogénéité d'un effectif. C'est pour ça que j'ai un peu changé mon opinion et que je vois les 49ers et les Eagles au-dessus des deux autres par rapport à ça. Ouais, déjà, bon, alors maintenant, on va aller doucement. On va aller doucement. Déjà, on va essayer de battre Philadelphie. On va essayer de les battre. Puis après, on parlera. Puis j'entends. Bon, moi, ça me dérange pas parce que, comme tout le monde le sait, en face, en AFC, la finale oppose mes deux quarterbacks préférés de la ligue à l'heure actuelle, qui sont le Mom et Burrow, qui sont deux joueurs Je exceptionnels. croyais que c'était Jimmy Garoppolo, ton quarterback préféré. Ça, c'était pour une certaine personne qui ne comprend pas tout. Mais c'est pas sa faute, on sait qu'il n'est pas du même pays que nous, c'est pour ça. Donc, plus sérieusement, voilà, vous parlez Mahomes, mais bon, et Mahomes, Burrow, c'est deux super quarterbacks, on n'y est pas encore. Quand on y sera, et j'espère qu'on y sera, on aura un long débat. Et parce que je pense pas du tout comme vous. Je pense que quoi qu'il arrive, les deux matchs qui ont le ce week-end sont deux matchs à 50-50 et le Super Bowl serait un match vraiment à 50-50. Je ne vois pas ni Philadelphie à des années-lumière devant les Chiefs ou devant les Bengals. Parce que les Bengals, on a beau dire, on a beau faire, ils sont nuls, ils n'ont pas d'O-line. C'était l'année dernière, c'est une escroquerie qu'ils aillent au Super Bowl. Ils sont encore en finale de conférence et ils ont le meilleur receveur de la ligue dans l'équipe. Jamar Chase pour ceux qui ont un petit doute. Ouais, mais on retrouve 3 des 4 derniers finalistes de l'année dernière à nouveau en finale de conférence. Il n'y a que les Eagles qui sont nouveaux, sinon les 3 autres équipes étaient déjà l'année dernière. Donc les Bengals, oui, mais les autres aussi. Bien sûr, mais les autres équipes, on n'a pas dit que c'était pas un exploit. Parce que San Francisco et que les Chiefs y soient, c'était pas un exploit. Enfin, on s'y attendait, pour les Chiefs, on s'y attendait aussi. Les Bengals, ils sortaient de 2 saisons catastrophiques. En 2 saisons, vous prenez quand même Chase, et son année rookie, il va au Super Bowl, et son année les deuxième année, il est encore en finale de conférence. Oui, total respect aux Bengals. C'est dis pour pas ça que voilà. Je dis juste que leur faiblesse correspondent un peu trop à nos forces. Ouais. Enfin, on verra ça. J'espère qu'on en parlera la semaine prochaine. J'espère, ouais, exactement. J'espère qu'on pourra avoir cette discussion, que ça soit. Après, évidemment, on a peut-être nos préférences, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on espère, quel que soit l'adversaire, que ça soit Chiefs ou Bengals, que nous, on sera là pour parler d'un adversaire dans tous les cas, la semaine prochaine. Kevin, oui. La piste est à toi. Parfait. On va essayer de pas faire de doublons et de faire gagner quelqu'un d'autre qu'Eliott, mais c'est pas garanti. Donc, là, si tu veux, à la limite, tu fais les effectifs des années 90 pour Olivier, quoi. En vrai, ça pourrait être marrant. Marrant de le faire en intersaison. C'est vrai. Je tire au sort une année et puis on part sur le numéro de maillot d'une autre année. En vrai, ça pourrait être marrant et ça pourrait donner à Olivier et Gonzague un avantage sur moi, puisque j'ai commencé le football américain bien après eux. Effectivement. Mais même à l'époque, je lisais pas le nom de tous les joueurs, le numéro de tous les joueurs. Donc, oui, mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je les connais même pas, ces mecs-là, puisque je ne les ai pas vus jouer. Ouais, c'est ça. Même à l'ancienne, à part mes joueurs favoris, je ne retiens pas les numéros. Donc, on est d'accord. Donc, commençons par le numéro 91. Antoine Boldin. 91. Antoine Boldin, c'était le 81. Merde. 91. Avec Amstead. Oui, point pour Gonzague. Putain, mais bien sûr. Je me demandais pourquoi personne ne le trouvait. Non, mais ouais, j'y ai pas du tout pensé. 95. Drake Jackson. Et Eliott qui reprend immédiatement, évidemment. Il va pas se laisser faire quand même, c'est comme ça. C'est mon jeu, bordel. Ok, Ouais, là on part sur quelque chose de gros. Numéro 46. Tyler Croft. Flanagan Falls. Non, je sais. Tybor Pepper. Oui. Notre long snapper. Effectivement. Tybor Pepper. Fallait le chercher. Le long snapper are people too. Bah quoi, c'est important le snap, demander à Ezekiel Elliott ce qu'il en pense. C'est je crois que le problème il était ailleurs. Je pense que le problème c'est qu'Ezekiel Elliott n'est pas un centre. Ah bon? Ouais. Il paraît. Ezekiel Elliott n'est pas un joueur de foot américain tout court. Non, mais de toute façon, en vrai, les Cowboys, ça fait 2 années de suite contre nous qui finissent sur un dernier jeu absolument légendaire. Entre celui-là ils ont même pas essayé.
Non, mais entre celui-là et celui de l'année dernière où ils sont en train de replacer le ballon tous les 3 secondes et demie, incroyable. Bref, Numéro 44. Juszczyk. Exactement. Un petit dernier, mais Non, mais là, nos tu deux parles de amis mes sont joueurs déjà préférés. enterrés. Bon, la dernière, ils peuvent plus te rattraper, laisse-les jouer, Elliott. Ok, ça va. Le numéro 65. Banks. Oh, la direct vitesse. tac au tac. La vitesse. Non, je t'explique. Du moment que c'est un numéro dans les 60, je dis Banks. J'avais bien que le Mais joueur c'est ça non, tombe. mais en vrai, oui, c'est vrai, je m'en souviens sur les autres. Sur les autres, pour Banks. avoir monté les épisodes à ce moment-là, t'as toujours un moment quand c'est 63, Banks. 68, Banks. C'est vrai. Le mec, il joue au maillon faible, quoi. Il répète Bank à chaque fois. La mer Noire. Alors qu'à part le 62, 63 et 67, on a tous les 60. Donc il y a quand même beaucoup de choix. Banks. Ouais, mais Banks. Le mec fait un Et bah, blocage. c'était. Et ben en tout cas, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Donc on se dit évidemment à dimanche 21h. Ça sera à Philadelphie à l'extérieur pour le match de nos 49ers. Cette finale NFC, on y est comme l'année dernière. On espère que contrairement à l'année dernière, on ne s'arrêtera pas là évidemment et qu'on va passer ce dernier cap pour se retrouver au Super Bowl. En tout cas, dans tous les cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, que ce soit victoire ou défaite. Évidemment, on espère une victoire. Évidemment, on espère faire une preview du Super Bowl, même si en plus, si on va au Super Bowl, il y aura 2 semaines et du coup, je pense qu'on pourra faire 2 épisodes de preview. Donc, dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end, bon match et go Niners. Salut. Salut, Go Niners. Salut. Come on.